Bonjour, nous recevons donc Didier Quillot, le président de la Ligue de football professionnel, et certainement un homme, j'allais dire, plutôt optimiste, plutôt ravi, puisqu'on le voit, hein, les derniers résultats des droits sportifs montrent une augmentation en moyenne de 54%. On a vu SFR qui est venu rafler l'exclusivité des droits de la Champions League. Vous allez bientôt, et vous allez nous donner quelques précisions, remettre en jeu les droits de la L1. Vous avez dit à l'équipe que vous vouliez plus de 1 milliard d'euros. C'est le milliard. Comment est-ce que vous êtes sûr d'y arriver ? Bonjour à toutes et à tous. Alors d'abord, je n'ai jamais dit ça à l'équipe. Donc, je n'ai jamais prononcé le moindre chiffre. Et je ne le prononcerai pas non plus ce matin. Donc ça, c'est le premier point. Donc je n'ai jamais dit ça à l'équipe. Et vous le pensiez fortement ? Ce matin, je vais essayer de répondre à vos questions. Peut-être avant, si vous me permettez de dire 2-3 mots pour essayer de comprendre pourquoi on assiste dans notre écosystème à ce qui s'est passé depuis quelques mois et encore la semaine dernière. Mais c'est ce que je penserais. Oui, je pourrais répondre à ce que je penserais. Mais non, on n'a jamais parlé de ce chiffre-là. Donc, je ne sais pas si... Allez-y. Donc, sur les raisons, effectivement, de l'augmentation, j'allais dire, stratosphérique des droits sportifs. Donc, moi, je vais parler de football. Donc, puisque ce matin, donc, c'est pour parler de football que vous m'avez invité. Donc, en fait, il y a 3-4 raisons pour lesquelles le football provoque autant d'intérêt, d'attractivité et d'inflation, comme vous venez de le dire. D'abord, au risque de dire des choses que tout le monde connaît, mais je vais les dire avec mes mots à moi. En plus, moi, je suis à la Ligue de football que depuis 15 mois, donc j'ai un passé dans l'industrie, des médias et des télécoms, donc j'essaye à la Ligue de raisonner avec des mots d'entreprise et d'adapter donc le spectacle du football à la notion d'entreprise. Alors, le football, c'est incontestablement un droit premium. Pourquoi c'est un droit premium ? Parce qu'il présente 3 caractéristiques. Un, c'est un spectacle. Si je prends l'exemple donc, de la Ligue de football professionnel, Ligue 1, Ligue 2, on organise 760 soirées de football par saison et on a 10 millions de spectateurs dans nos stades sur une saison. C'est-à-dire on est la première entreprise de spectacle en France. Deuxième raison, qui est encore plus importante pour moi, c'est le football et donc les droits qui vont avec, c'est du direct. Donc c'est du live. Et troisième raison, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est l'addition des 3, c'est du live sous forme de feuilleton. Donc on a tous les avantages, l'avantage du spectacle, qu'on peut voir à la fois dans un stade, dans une salle de spectacle, et à la fois à la télévision ou sur les réseaux sociaux. L'avantage du live, on ne sait pas ce qui va se passer, et l'avantage du feuilleton, puisqu'il y a 38 épisodes, 38 journées. Donc on a tout l'avantage des séries, je dirais genre Le Bureau des légendes ou En sauvegarde, plus l'avantage du live, qui serait un spectacle musical, opéra ou autre, sauf que, effectivement, tu as raison, donc plus musical et plus cette dimension live. Donc c'est pour ça que c'est unique, et que rien n'est plus fort que ça. La musique n'est pas plus forte que ça, que ce soit The Voice ou l'opéra. Le cinéma n'est pas plus fort que ça. Les séries ne sont pas plus fortes que ça. Et je ne parle pas des risques de piratage. Et en plus, nous, on ne peut pas être piraté. Donc pour toutes ces raisons-là, les éditeurs et les distributeurs, pour employer un terme large en attendant les questions, sont particulièrement attirés parce que c'est un spectacle en live, en feuilleton, sans risque de piratage. Ça, c'est le premier commentaire. Le deuxième commentaire, pour qu'il y ait cette dimension feuilleton, c'est donc le football des championnats et des clubs. Vous avez le football de l'équipe de France, des sélections nationales, qui est diffusé en clair, mais qui a moins... Le football des sélections nationales, il y a des événements, l'Euro, tous les 4 ans, la Coupe du Monde tous les 4 ans. Mais entre les deux, il y a des phases qualificatives qui intéressent moins les gens, qui ont une périodicité pas toujours évidente et dont les fans de foot ne savent pas en gros quand a lieu un match qualificatif de l'équipe de France ou de le fan allemand de l'équipe allemande. La Ligue 1 ou la Champions League, c'est
tous les week-ends la Ligue 1, tous les mardis et mercredis la Champions League. Donc c'est la récurrence certaine du feuilleton qui est procurée par les championnats et les clubs. C'est la raison pour laquelle les droits autour des championnats, qu'il s'agisse de la Champions League ou de la Ligue 1, montent par rapport aux droits des sélections nationales, qui de toute façon, eux, sont des grands événements, doivent être diffusés par du broadcast clair de toute façon. Donc deuxième point. Troisième point, au sein de cet environnement-là, qu'est-ce qui est important? Eh bien, c'est ceux qui cochent ces cases. C'est donc la Ligue 1 et la Champions League. Et ça, les études consommateurs que l'on fait sont absolument claires. Dans chaque pays, ce pourquoi les gens sont prêts à s'abonner, c'est le championnat domestique et la Champions League. Les deux feuilletons. Le championnat domestique parce que je suis mon club, je suis ma Ligue 1, ma Bundesliga, ma Liga espagnole. Et la Champions League parce que je suis mon top 2 ou mon top 4 qui participe à la Champions League. La Ligue 1 en premier et la Champions League en second. Je suis sûr que j'aurai des questions là-dessus, mais je peux vous assurer, et au vu les commentaires de certains diffuseurs comme Canal+ la semaine dernière, la Ligue 1 arrive bien en tête. Mais la Champions League est juste derrière. Ça, c'est le quatrième message. Cinquième message préliminaire, c'est la dimension d'exclusivité. Parce qu'effectivement, beaucoup de questions sont survenues la semaine dernière à la suite de la décision prise de l'UEFA de donner en exclusivité la Champions League à SFR. Alors, pourquoi la notion d'exclusivité est à ce point forte ? Alors, ceci étant, en France, vous savez qu'on a, comme en Allemagne, il existe une règle du no single buyer. En France, l'exclusivité n'est pas permise. Je ne sais pas s'il y a des gens d'autorité de la concurrence donc, dans la salle, mais ils pourraient commenter mon propos. Donc, la question se pose moins, on va dire, en France. Par contre, sur l'UEFA, qui est effectivement un appel d'offres de droit suisse, où il n'y a pas d'exclusivité, l'exclusivité a été permise. Et pourquoi un opérateur décide d'acheter une exclusivité ? Parce que je pense qu'il considère que l'exclusivité lui garantit une plus grande robustesse de son business plan en termes d'abonnés, d'ARPU, de churn. Et donc cette notion d'exclusivité est importante, il me semble, et là c'est, je dirais, l'ancien dirigeant d'un groupe de télécom qui parle, parce qu'elle permet de rendre plus robuste le business plan sur une durée, là en l'occurrence de 3 ans, donc, et d'avoir un payback plus certain quand on n'est pas en concurrence sur ces droits premium. Tout ça pour dire, et j'aurais terminé avec mon propos liminaire, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, donc sur les droits du football, c'est redevenu, devrais-je dire, clairement un marché de pay TV et surtout de télécom. Voilà. La conclusion de la semaine dernière, c'est que ce business n'est plus seulement un business de pay TV, c'est un business de pay TV, de télécom et de GAFA, je vais y revenir. De pay TV, pourquoi ? Parce qu'il y a les opérateurs historiques, Canal+, beIN, Sky, donc qui sont présents, qui continuent à l'être et qui continueront à l'être. De télécom, c'est pas une incantation que je fais là, c'est juste une constatation. Donc BT Sport en Grande-Bretagne, Orange et Vodafone en Espagne, parce que je rappelle, tout le monde ne sait peut-être pas, mais Orange a des droits du foot en Espagne, avec Vodafone. SFR maintenant en France, donc ça y est, voilà. Donc il y a maintenant 3 pays, la France et pas des moindres, la France, l'Espagne et la Grande-Bretagne, et encore les droits UEFA n'ont pas encore été attribués pour l'Allemagne et pour l'Italie, donc on va voir, je pense qu'ils le seront dans les semaines qui viennent, donc on va voir qui participe à l'appel d'offres allemand et italien. Donc on peut aujourd'hui affirmer, sans crainte de se tromper, que ce business est un business de télécom, en plus d'un business de pay TV. Et c'est aussi un business de GAFA. Sur les droits de la Bundesliga allemande, Amazon a acheté un lot, plusieurs dizaines de millions d'euros. Aux États-Unis, Facebook, Twitter et Amazon ont acheté de lots des matchs de NBA, des matchs de NHL, dont les GAFA sont en train de s'interroger sur leur modèle. Faut-il aller sur un modèle du payant et puis sur la publicité, et dont les GAFA sont en train de s'interroger sur ce modèle-là. Donc, ils ont mis un pied en Allemagne lors de l'appel d'offres Bundesliga l'année dernière. Donc, je ne vois pas pourquoi ce qu'ils ont fait en Allemagne, ils ne le feraient pas ailleurs, en Europe continentale. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais dire en introduction. Alors après, pour répondre à votre question, Enguerrand, sur l'inflation, moi, je considère qu'un appel d'offres
c'est la rencontre entre un produit et un marché. Et que nous, football professionnel, on doit s'occuper du produit et pas du marché. Le marché, il sera ce qu'il sera. J'ai quand même donné quelques indications sur ce que je pense que doit être le marché normalement, mais je veux dire, c'est pas. J'ai juste regardé ce qui s'était fait dans les 12 derniers mois. Hein. Donc j'ai rien inventé en citant les entreprises que j'ai citées. Donc ça, c'est le marché. Mais il faut que le marché rencontre le produit. Et donc le produit, ça, c'est nous. Et donc nous, pour répondre à votre question, notre travail, ça consiste à faire 4 choses. Premièrement, augmenter la valeur du produit. Le produit football, c'est quoi ? Et pardonnez-moi s'il n'y a pas de fans de football dans la salle, donc si je vous perds, mais je pense que tout le monde doit être plus ou moins fan de football, on citera des chiffres tout à l'heure. Le produit, c'est quoi ? C'est la pelouse, la qualité des pelouses. Voilà pourquoi nous tannons nos clubs. Voilà pourquoi tous les clubs sont passés du synthétique à la pelouse naturelle. Voilà pourquoi on met des amendes au club lorsque la pelouse n'est pas entendue. Pourquoi ? Parce que la pelouse, c'est la qualité du jeu et c'est la qualité du spectacle audiovisuel. Donc ça commence par la pelouse. Deuxièmement, les arbitres. Donc il faut que les arbitres, ce sont des acteurs du spectacle, et donc on a lancé un chantier de professionnalisation de l'arbitrage. Ils sont maintenant salariés, ils travaillent quasi à plein temps. Il y a une vingtaine d'arbitres professionnels. On a lancé ça avec la Fédération française de football, de façon à ce que les arbitres participent à la fluidité du jeu, à la qualité du jeu. Troisième point, le remplissage des tribunes. Pourquoi le remplissage des tribunes ? Parce que ça permet d'augmenter nos recettes de billetterie, et aussi parce qu'une tribune pleine, c'est plus beau à voir à la télé qu'une tribune vide. Et d'ailleurs, en Espagne, ils ont mis des amendes, et en Espagne, les clubs ont des amendes en fonction du taux de remplissage de ce qu'on appelle la tribune face caméra. Et nous allons le faire aussi en France, c'est-à-dire qu'on dit au club, tu vas faire du yield management de ta billetterie de façon à ce que tu mettes les spectateurs en tribune face caméra. Regardez l'Olympique de Marseille, par exemple, en début de saison, le public était clairsemé, donc on leur a expliqué de manière un peu volontariste qu'on voulait voir les gens tribune face caméra, et depuis, les tribunes sont face caméra. Je prends un autre exemple, l'Olympique Lyonnais, qui est un grand stade, parfois il y a le premier niveau est plein et le deuxième niveau n'est pas rempli. Donc ça, c'est pas des détails, hein, parce que par ailleurs, ça fait moins de coûts de sécurité quand il y a moins de tribunes à surveiller. Donc le taux de remplissage des tribunes. Quatrièmement, le spectacle audiovisuel. Le spectacle audiovisuel, on travaille avec nos 2 diffuseurs, Canal+ et beIN, de façon à offrir aux téléspectateurs une expérience plus immersive dans le produit, donc avec des caméras plus basses, de façon à ce que le téléspectateur se sente comme s'il était en bord de pelouse. Donc des caméras plus basses, avec des plans larges qui sont plus serrés. Auparavant, les plans larges prenaient la moitié du terrain. Maintenant, on leur a demandé de ne plus prendre que 30% du terrain. À chaque fois, pour que le téléspectateur soit lui aussi acteur du match. En fait, on n'invente rien. Hein. On a regardé on a benchmarké ce que fait la Première Ligue, ce que fait la Liga, qui sont les 2 pour nous modèles en matière de réalisation audiovisuelle, et on essaie de faire comme eux. D'ailleurs, parfois, on va trop loin. Il y a un match Lyon-Monaco il y a 15 jours, 3 semaines. On avait mis au Parc OL les caméras trop basses, et sur Twitter, ça s'est enflammé parce que les gens ne retrouvaient pas l'emplacement des caméras habituelles. Donc il y a un vrai sujet de réalisation audiovisuelle. Et enfin, dernier point sur le produit, évidemment, je termine par celui-là parce que c'est le plus important, c'est les joueurs. Mais avant les joueurs, il y a tout ça. Et qui dit joueur, dit star. Et donc, pour faire venir des stars, donc ça, c'est toutes les caractéristiques du produit. Et évidemment, au-dessus de tout ça, il y a les joueurs, et en particulier les stars. Et c'est là qu'on passe au deuxième chantier qui est le nôtre, donc améliorer la compétitivité des clubs. Parce que si les clubs ont des finances plus saines, ils pourront garder nos meilleurs joueurs en France et faire revenir en France des bons joueurs. 2 exemples, l'Olympique de Marseille a fait revenir Patrice Evra et Dimitri Payet, internationaux, qui sont revenus au mercato de janvier. L'Olympique Lyonnais a fait venir Memphis Depay au mois de janvier. Le Paris Saint-Germain a fait venir Lionel Draxler, un international allemand, au mois de janvier. Donc tout ça, c'est si nos clubs ont des finances qui leur permettent. En fait, il y a quelque chose qui est assez surprenant quand on arrive dans ce métier, c'est que la masse salariale représente la part essentielle du compte de résultat, mais non seulement ça, chaque fois qu'il y a des revenus additionnels, ils vont dans les joueurs. Donc ça devrait rassurer tous les candidats au futur appel d'offres de la Ligue 1.
tout ce que vous donnerez, ça sera investi dans les joueurs. Parce que les clubs sont... et donc, ça contribuera à augmenter la valeur du produit. Et donc, ça contribuera à augmenter la valeur du produit. Parce qu'en fait, dans ce business, on gagne peu ou pas d'argent. Parce que c'est un business de passion. Et donc, comme c'est un business de passion, les propriétaires passionnés, les propriétaires d'ailleurs, que ce soit des Américains, des Français, des Chinois, des Qataris, ce sont tous des passionnés de football. Ils ont envie de voir leur équipe gagner. Et pour que leur équipe gagne, il faut qu'ils aient les meilleurs joueurs. Et chaque fois qu'il y a des revenus additionnels, que ce soit la billetterie, le sponsoring ou les droits de télé, l'argent, il ne va pas en distribution de dividendes. Jamais. Il va en recrutement de joueurs. Et donc, en fait, on est sur un cercle vertueux qui fait que ce qui rentre en haut va dans la masse salariale et donc améliore la qualité du produit, ce qui permet d'augmenter la top line à nouveau. Voilà. C'est ça, en fait, qu'on essaye de faire. Et donc, depuis cette saison, donc pour la première fois, je touche du bois, donc les clubs français sont à l'équilibre. Ce n'était pas arrivé depuis 7 ans, donc très légèrement positif, mais les clubs français sont à l'équilibre et c'est une bonne nouvelle parce que ça va leur permettre d'investir. Les investisseurs, j'en ai parlé. Donc les investisseurs, on a bien sûr les investisseurs qataris du PSG, bien sûr les investisseurs russes à l'AS Monaco, et depuis donc quelques mois, des investisseurs américains à l'Olympique de Marseille, chinois à l'Olympique Lyonnais, à l'OGC Nice, ce qui prouve que les investisseurs s'intéressent au football français. Pourquoi ? Parce que, ils croient dans la capacité du football français à être plus performant, et force est de constater que cette année, on a eu, d'ailleurs j'ai même rapporté un article du Monde, qui est quand même pas l'équipe, donc, qui dit « La vivifiante saison du football français », Le Monde d'hier soir. Donc, même Le Monde fait 2 pages pour expliquer que la Ligue 1, c'est formidable. Donc, parce que cette année, on a eu un suspense pour le championnat entre Monaco, Paris Saint-Germain et Nice. Parce qu'avec l'arrivée des investisseurs, on a maintenant un quasi Big Four, Big Five, comme en Angleterre, avec le PSG, Monaco, Lyon, Marseille, Nice, des nouveaux investisseurs à Lille. Donc on a ce premier tiers du championnat qui permet de constituer ce que les Anglais appellent le Big Four. Là, maintenant, c'est plutôt Big Five. Par rapport, par exemple, à l'Italie, où il y a un club, la Juventus de Turin, qui gagne tous les ans depuis plusieurs années. À l'Allemagne, où le Bayern de Munich gagne tous les ans depuis plusieurs années. Donc, en France, alors vous allez me dire, il y a le PSG, oui, mais le PSG, pour la première fois cette année, a été vraiment challengé par l'AS Monaco. On peut aussi penser qu'avec les investissements que Franck McCourt fera à Marseille, Marseille sera très compétitif pour la saison prochaine. Et donc, on a commencé à constituer ce fameux Big Four, Big Five pour rendre le spectacle plus attractif. Donc, on a besoin des investisseurs. Et enfin, le dernier point sur lequel on travaille, c'est celui de l'image. Parce que même si je vous raconte tout ça et que je vous convainc, malgré tout, on a quand même encore des problèmes d'image. Il y a des problèmes d'opinion publique, alors qui sont liés à l'argent, au salaire, qui sont liés aux problèmes de sécurité dans les stades. Donc on a encore du travail à faire de façon à encore améliorer la relation entre nous et les supporters, qu'il y ait moins d'incidents comme il y en a eu cette année. Je reviendrai pas dessus, mais qui sont pas bons pour l'image. Donc ça, c'est on a 2 chantiers aujourd'hui. Tous les indicateurs sont au vert. Il y a 2 chantiers sur lesquels il faut qu'on travaille. C'est le remplissage des tribunes. On a un taux de remplissage de 70%, là où les Anglais, les Allemands sont au-dessus de 90%. Et puis les problèmes non pas de sécurité, parce que c'est de cas isolés, mais on va dire que il faut que les tribunes, il faut qu'on ne voit pas dans les tribunes des incidents comme on a vu ces derniers mois. Voilà. Tout ça pour dire, j'en aurais terminé, et puis après je répondrai à vos questions, y compris sur celles que vous avez envie de me poser. Donc, je ne suis pas inquiet, pour répondre à votre question, je ne suis pas inquiet, parce qu'il y a 20 millions de Français qui déclarent aimer le football. Il y a 10 millions de Français qui déclarent regarder le football tous les week-ends, soit à la télé, soit sur Internet, soit dans l'équipe. Enfin, en tout cas, 10 millions de fans hebdomadaires. 5 millions d'abonnés à Canal+, 3 millions d'abonnés à beIN, donc je ne suis pas inquiet. Très bien. Alors, on va vous poser les questions à laquelle vous allez répondre. Assez bien. Vous nous avez beaucoup parlé du produit et très bien expliqué. Effectivement, il faut investir dans la pelouse, dans les tribunes. Le produit, c'est aussi... On va venir à l'appel d'offres. Le produit, c'est aussi la capacité de faire des lots
qui permettent de mettre des éventuels acquéreurs en compétition. Et vous avez dit que Amazon a eu effectivement un lot dans la Bundesliga. Donc, est-ce que vous allez constituer des lots qui permettraient effectivement des lots qui soient plus pour les GAFA, des lots plus pour les télécoms, des lots plus pour la Pay TV? Ou est-ce que vous avez intérêt à franchement, faire très peu de lots et faire monter les enchères? Franchement, aujourd'hui, ce sujet n'est pas d'actualité. Donc nous, on travaille on fait deux choses. On travaille sur le produit, comme je viens de le dire, et j'ai détaillé, et tout ça fait l'objet d'un plan stratégique qu'on a présenté il y a un mois, donc avec une vingtaine d'initiatives. Donc aujourd'hui, on n'est pas du tout sur la préparation de l'appel d'offres. Voilà. On a une idée, parce que là, pour l'instant, c'est attribué jusqu'en 2020. Voilà. Donc par rapport au lotissement dont vous parlez, c'est clair que dès l'instant où on pense que c'est un business pour la Pay TV, les télécoms et les GAFA, il faut faire en sorte que chacun puisse participer. Et le plus il y a de gens qui participent, le mieux c'est. Mais votre question est extrêmement anticipée. On n'a pas du tout ouvert le chantier aujourd'hui de la préparation de l'appel d'offres. Vous ouvrirez ce chantier quand, à peu près? Quand nous serons prêts. C'est-à-dire il faut anticiper un peu, quand même, avant 2020. Quand nous serons prêts. J'ai dit tout à l'heure, un appel d'offres, c'est la rencontre entre un produit et un marché. Là, le marché est là, puisqu'on a vu SFR arriver. Dans les précédents appels d'offres, parce qu'il y avait entre un ou deux acteurs, et des fois on avait un peu peur qu'il n'y ait qu'un seul acteur. Là, vous avez dit il y a beaucoup d'acteurs, ce qui est une situation plutôt favorable. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que quand on regarde ce qui s'est passé les 12 derniers mois, il y a effectivement beaucoup d'acteurs qui ont participé à des appels d'offres. Combien y en aura-t-il sur l'appel d'offres de Ligue 1? Je ne sais pas. Clairement, je ne sais pas. Ce dont je suis certain, c'est que la Ligue 1, c'est le produit premium devant la Champions League. C'est celui qui permet de recruter des abonnés et d'éviter d'en perdre, si on ne l'a pas. Donc, mais il faut encore qu'on l'améliore, le produit. C'est avec tous les points qu'on a dit. Ensuite, le marché, c'est le marché. Hein. Donc, je ne sais pas qui sera là. Enfin, ce que je veux dire, c'est on peut penser que les opérateurs de Pay TV seront là, comme on peut penser que les opérateurs de télécom seront là, comme on peut penser que les GAFA seront là. Et on fera tout pour faire en sorte qu'ils soient là. Je serais surpris qu'aucune de ces familles ne soit là. D'accord. Télé en clair, c'est terminé, la couverture des championnats nationaux par les grands diffuseurs en clair. Il n'y a plus de place pour eux parce que l'amortissement des droits est trop compliqué. Je crois qu'en Allemagne, il y a encore un bout de... Il me semble que... je sais pas, je ne voudrais pas dire de bêtises. Donc a priori, aujourd'hui, les sommes réalisées, je pense, ne permettent pas à un opérateur de TV en clair d'être là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront jamais là. Hein. Donc par ailleurs, TF1 appartient au même actionnaire que Bouygues Télécom. Je viens d'expliquer pendant 10 minutes que je pensais que c'était devenu un marché de télécom. Donc on peut aussi se demander si Bouygues et TF1 ne peuvent pas se poser de questions. Donc je ne peux pas être affirmatif sur ce point. Aujourd'hui, le modèle économique ne permet pas de... le modèle économique, il est plutôt... il est plutôt celui des opérateurs qui ont des abonnements, qu'ils soient Pay TV ou télécom. Le modèle sur le gratuit et la publicité, il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas d'exemple, mais je tape pas en touche là. Je dis franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si des opérateurs, je sais pas, j'ai vu tout à l'heure, il y avait Nicolas Taverneau, Delphine Arnaud qui interviennent l'après-midi, vous leur poserez la question. Gilles Pélisson aussi et Jean-Christophe Thierry. L'ensemble des groupes. Donc je vais rester cet après-midi. Donc, mais pour voir qui sera là. Donc, mais je ne sais pas s'ils seront là, les opérateurs nucléaires. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire, comme ça, un benchmark entre les droits en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, Espagne et France, qui sont les principaux marchés? Comment est-ce que la France se situe à peu près? Et est-ce qu'il y a une corrélation directe entre les sommes investies et la qualité du spectacle et l'intérêt du championnat?
Mais si on regarde les performances sportives des clubs cette année, il n'y a pas de corrélation. Ah oui, parce que Preuve, les Anglais qui ont en demi-finale de la Champions League, il y avait la Juventus, le Real, l'Atlético, donc deux clubs espagnols, un club italien et l'AS Monaco. Donc la France, on est les premiers, dont les premiers en droit, ce sont la première ligue anglaise, qui droit français, droit domestique, plus droits internationaux est supérieur à 3 milliards de mémoire. Les Allemands sont à près de 2 milliards, les Espagnols à près de 2 milliards, les Italiens autour d'1,5 milliard, et nous, droit domestique plus droits internationaux, on est à 800. Donc on est très en retard. Et malgré ça, nos clubs, je pense à la SM cette année, sont allés loin en Coupe d'Europe. L'Olympique Lyonnais a été en demi-finale de l'Europa League. Donc il n'y a pas vraiment de corrélation sur la performance sportive. Donc ça veut dire que là aussi, ça nous rend raisonnablement optimistes sur le nécessaire rattrapage. Il n'y a pas de... Il ne peut pas y avoir de fatalité à ce qu'avec des clubs qui performent en Coupe d'Europe et un championnat dont on améliore l'attractivité, les droits ne suivent pas. Et comment est-ce que vous expliquez que les droits internationaux de la L1 sont assez peu valorisés et s'exportent beaucoup moins, se vendent beaucoup moins que les droits de la première ligue britannique? C'est une question de marketing en fait. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les Anglais tout le travail que les Anglais ont fait avec la première ligue, ils l'ont enclenché il y a une quinzaine d'années. Et donc ils ont valorisé leurs droits à l'international beaucoup mieux que les autres pays, parce que l'image marketing de la Première Ligue est plus spectaculaire et plus performante. Il y a des marques plus connues, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Manchester. En fait, moi, on a ouvert un bureau en Chine au mois de février. Quand on est arrivé en Chine, c'était le lendemain de PSG-Barcelone 4-0, le match aller. Et dans l'hôtel où nous étions, les restaurants où nous allions, on était félicités parce que le PSG venait de battre. Heureusement que c'était pas 15 jours après. Tu as choisi la bonne semaine. Mais tout ça pour dire que le marqueur, en fait, c'est en termes marketing, puis il y avait des gens de pub, le brand awareness des clubs. Et nous, en fait, on a des clubs dont le brand awareness est puissant. On n'en a pas beaucoup. On a le PSG, l'OM et l'Olympique Lyonnais. Et cette année, un petit peu l'AS Monaco. Voilà. Donc, alors que les Anglais, ils ont des clubs dont le marketing est beaucoup plus puissant. Et en fait, que ce soit au Middle East, que ce soit en Asie, que ce soit aux États-Unis, donc qui sont pas des pays d'abord de football, que ce soit la Chine ou les États-Unis, c'est pas des produits de football. Donc, ils achètent d'abord des marques. Et les marques, ce sont celles que j'ai citées, plus Real et Barça en Espagne, plus la Juve et le Bayern en Allemagne, en Italie. Voilà. Donc c'est une question de marketing et de travail, en fait. Donc en fait, les Anglais, ils s'y sont mis il y a 15 ans. Nous, on a vraiment poussé les feux sur l'international que depuis 1 ou 2 ans. On a ouvert un bureau en Chine, on prévoit d'en ouvrir un autre peut-être en Amérique du Nord, on n'a pas encore décidé. Donc il faut qu'on valorise mieux nos droits, il faut que nos clubs, et donc il faut qu'on le fasse avec les clubs. C'est-à-dire que lorsque les clubs deviennent puissants en marketing, la puissance marketing des clubs profite à la valeur des droits à l'international. Donc là, c'est un chantier qui va être long. Autant un appel d'offres domestique, les fans nous connaissent, autant sur les droits internationaux, ça sera long. Ça sera une... Je propose qu'on s'en tienne là. Il est on a un petit peu dépassé notre horaire. Et puis de toute façon, puisque c'est un chantier de longue haleine, on aura l'occasion d'en reparler. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Merci Didier. beaucoup.